1944, un gros bourg avec essentiellement des agriculteurs qui élevaient des vaches au braque et des moutons. Les moutons avaient été gardés la journée par un berger de village qui, chaque matin, récupérait les brebis dans des fermes, faisait le tour et puis partait pâturer dans les collines autour. Les vaches au braque, donc, c'était des exploitations qui avaient 10-12 vaches, 8 à 12 vaches par exploitation. À l'époque, il faut savoir aussi qu'il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas de barbelé, il n'y avait pas de clôture électrique non plus. Et le gardiennage des vaches et des brebis se faisait par les hommes, par les personnes. Et il n'y avait pas de clôture, il y avait des livres quand même, de temps en temps, enfin. En général, il fallait quelqu'un pour aller faire manger les vaches ou les brebis dans la journée dehors. Et comme l'élevage de la vache au braque servait aussi à élever des veaux de boucherie, on rentrait les vaches à midi. Donc on allait faire peut-être les vaches l'angle autour par là. À midi, on les rentrait et on les ressortait vers 4h de l'après-midi pour les faire manger le soir et on rentrait et elles passaient 1 minute dedans. Je vous rappelle tout ça aussi parce qu'en 1944, quand les Allemands sont passés à Clavière, l'après-midi du 10 juillet, les vaches étaient dedans. Quand ils sont arrivés, donc ils ont commencé à faire cramer les maisons. Et pour la petite histoire aussi, ils ont eu quand même le bon sens, on peut dire, de détacher les animaux avant de faire brûler. Dans beaucoup d'endroits, ils ont détaché les animaux avant de mettre le feu dans l'étable. Presque toutes les maisons avaient quelques moutons, 25 moutons, pour faire un peu de laine, pour faire les habits. Et la laine servait à tout. C'était quand même. Il y avait pas mal d'autarcie quand même dans le système qui fonctionnait à l'époque. Il y avait aussi quelques cochons, bien sûr, on tue le cochon pour faire un peu de charcuterie pour l'année, le jambon. C'était bien agréable. Par contre, on n'avait pas de châtaignes. Ici, c'est pas le pays des châtaignes. À 1000 mètres d'altitude, les châtaignes ne poussent pas. Et bon, ça c'était un peu le mode de vie. Alors, après, côté commerce, dans le village, il y avait un boulanger, après là où il était pas loin. Il y avait 3 cafés. Il y avait l'hôtel de la Marguerite qui fait café et hôtel. C'était assez remarquable d'avoir, pour un bourg comme Clavière, d'avoir un hôtel-restaurant qui tienne le coup, qui a été complètement cramé par les Allemands, mais bon, c'est quoi comme le reste, quoi. Qui a été refait d'ailleurs assez bien dans les façons plus modernes. Et puis il y avait, du côté des écoles, il y avait une école de garçons, une école de filles, et une école privée, tenue par des sœurs de Saint-Joseph, qui avaient un couvent, c'était le couvent, et elles faisaient les pensions aussi de jeunes filles qui voulaient se former en scolaire. Donc il y a 3 écoles au bourg, et dans les villages ici, il y avait les libertés. Le village au-dessus, il y avait une école qui regroupait 3 autres villages. Il y avait une école à la Bromesterie qui est sur la route du Boucher, un peu plus haut. Et il y avait une école aussi à la Lobby, en allant vers l'est, disons. Il y avait une école de village. C'était tout de même un sacré réseau d'enseignement qui était en place sur la commune. Comment sont passées les choses? Oui, dans l'ambiance aussi, à signaler, soldats français qui est prisonnier par les Allemands en 1940. Il y en avait le Clavière aussi comme d'ailleurs. Alors, ils se sont retrouvés donc pendant 5 ans dans les camps en Allemagne. Ils en sont revenus en 1945 à la libération générale. Et de Clavière, il y avait effectivement du bourg, il y avait 5 ou 6 hommes entre 20 et 30 ans qui étaient en Allemagne. Dans mon village La Gragne, il y en avait 3 qui y étaient, qui sont revenus en 1945. Donc c'est 5 ans en Allemagne. Et ainsi de suite, sur la commune, il y en a peut-être une quinzaine qui ont été faits prisonniers, c'était 5 ans de prison en Allemagne. Et il faut signaler, il faut reconnaître rétrospectivement qu'ils sont revenus avec certaines choses qu'ils ont apprises là-bas un peu, des techniques agricoles ou autres que les Allemands faisaient qu'on ne faisait pas. Il y a un petit échange culturel qui s'est fait un peu à travers eux aussi. Mais ceci aussi pour dire que
En 1944, ces gens-là n'étaient pas là pour être les forces vives un petit peu pour aider à construire. Ils sont arrivés après au moment de la construction pour les événements sur place. Les personnes valides dans ces âges-là n'étaient pas là, quoi. Donc c'était les femmes et les personnes âgées qui ont assuré tout le bazar que ça a été. Plus un homme remarquable, le curé Clavière, il y avait Chavanon qui a fait un travail remarquable. Il avait fait la guerre de 14-18 à Montmagny et il savait comment faire pour identifier, repérer les morts, les gens décédés. Et c'est lui qui a géré une bonne partie, donc, toutes les inhumations qui se sont faites dans les jours qui ont suivi le massacre des Allemands ici. Il y a quand même eu 8 civils tués, et en tout 64 maquis qui ont été tués sur la commune. Tous ces corps-là, il a fallu, si vous voulez, dans les 15 jours qui ont suivi, c'était le mois de juin, il fallait faire quelque chose, quoi. On ne peut pas les laisser à l'air libre. Et donc ils ont été enterrés par ces gens qui, par leur dévouement, de même, l'ont fait parce qu'il n'y avait pas des fonctionnaires ou des gens qui pouvaient les aider, quoi. C'est eux-mêmes qui ont fait les opérations donc, de reconnaissance et d'inhumation, d'enterrement des maquis. Et les maquis d'ailleurs ont été mis en base d'ossuaire, donc dans une partie attenante au cimetière. Ils ont été enterrés provisoirement en 2 rangées. Je me rappelle, les gamins allaient porter des fleurs samedi après-midi. Les petits gamins, on le faisait avec plaisir, mais avec l'ossuaire, ils ont regroupé les corps qui n'étaient pas reconnus. Entre-temps, plusieurs familles, des corps identifiés, donc, sont venus récupérer. Donc les marquements se préparaient. Et dans le mois de mai, des mouvements de regroupement des résistants se sont organisés vers le Montmouchet. Et on a vu passer plusieurs cars de jeunes gens qui montaient au Montmouchet, donc passant à Clavière, donc vers 15 mai, dans les 10-15 jours qui ont précédé les représailles. Et c'est comme ça que s'est fait le camp du Montmouchet, donc avec jusqu'à les 1500 maquisards qui étaient regroupés là-haut. C'est quand même assez énorme comme constat. Alors beaucoup, je le signalais au passage, beaucoup de jeunes de gens du Puy-de-Dôme qui sont portés volontaires sont venus, Glalier aussi. Glalier, de la Haute-Loire un peu moins, c'était plutôt organisé de côté. Mais le Puy-de-Dôme et Glalier, beaucoup de jeunes sont passés par ici. Et c'est là où les gens de Clavière commençaient à prendre un peu parti, savoir comment situer, parce que les maquisards aussi avaient besoin de ravitaillement. On les allait dans les fermes demander s'ils pourraient avoir un peu de ravitaillement, des œufs ou de la volaille ou un peu de viande sur le cas. Et en général, ils payaient. Ils payaient les choses. Moi, je me rappelle, enfin, mes frères et sœurs s'en rappellent. À la maison, ils venaient à la maison, et à chaque fois, ma mère avait peur parce qu'il n'était pas très prudent, il portait des sacs de grenades, bon, il pouvait ça partir sans trop de délicatesse. Et ma mère, à chaque fois, faisait un moment, ça va péter, puis bon, il ne se passait rien, mais enfin, bon, le gars était assez décontracté, quoi. Mais bon. Donc, il venait se ravitailler comme ça à les fermes, alors, mais il payait, donc, il prenait. Ici, c'était correct. Plusieurs compagnies, donc, il y en avait une ici, vers des Closières, donc, aussi de Clavière. Enfin, il y en avait. Non, il y en avait 5 ou 6, il y en avait tout autour du pays. Avec toute l'installation, les gens commençaient à sentir il va se passer des choses, les Allemands ne vont pas rester comme ça. Les Allemands ne vont pas rester comme ça sans réagir, et ça n'a pas manqué, quoi. Ils ont commencé début juin, on a senti qu'il y avait des mouvements de troupes qui se faisaient. Alors ils ont attaqué après une opération de représailles pour déloger la concentration du Montmouchet. Alors ils s'y sont mis de plusieurs façons. Et ils ont fait 3 groupes, 3 colonnes d'Allemands, une au départ du Puy, une autre au départ de Brioude et une 3e au départ de Saint-Flour. Et pour aller donc sur Montmouchet et puis c'est tout détruit. Et ils sont arrivés effectivement à Montmouchet, mais tout le monde était parti. Ils sont arrivés à Montmouchet le 11 au soir, après avoir terminé Clavière. Ils sont arrivés à Montmouchet, mais tout le monde était parti. Dans la nuit du 10 au 11, l'état-major des
résistance, a décidé de se replier vers la Truyère, vers la ville de la Truyère, parce que avec les 3 colonnes allemandes qui convergeaient sur eux et les moyens qu'ils avaient quand même lourds, avec les automitrailleuses et les chars d'assaut et autres, il y avait des moyens lourds qui allaient faire du dégât. Et il dit c'est pas la peine de rester là, parce qu'il n'y avait pas l'armement en face qui est correspondant. Donc ils sont repliés vers la Truyère, où il y a eu un autre épisode après, vers le 21 juin, 10 jours après, où il y a eu là par contre, il y a eu du mal aussi, il y a eu une toute bonne trentaine de maquisards qui sont fait descendre là-bas sur le réduit de la Truyère, où ça a été assez sanglant. Les Allemands, là aussi, n'ont pas fait cadeau, même des blessés. Samedi 10 juin l'après-midi, c'était la veille de la fête Dieu. La fête Dieu, c'est une fête religieuse qui se célèbre au mois de juin, c'est la fête du sacrement. Et la tradition a été que ce jour-là, on expose donc le Saint-Sacrement depuis l'église sur un lieu public, une place publique, et alors on faisait des reposoirs, des hôtels, quelque part, le long des maisons, qu'on appelait des reposoirs pour installer le Saint-Sacrement. Alors le samedi 10 juin, c'était la veille de la fête de Dieu, et alors les sœurs avaient entrepris de fleurir et de monter les reposoirs pour la fête de Dieu le lendemain. Donc elles sont parties de Saint-Flour, parce qu'il y a quand même Saint-Flour qui est venu ici. Ils sont arrêtés à Ruines, où ils ont rassemblé, ils ont fouillé toutes les maisons, ils ont rassemblé tous les hommes qu'ils ont trouvés, ils ont rassemblé les schématiques sur la place publique, grosso modo, et ils ont ouvert le chemin vers un chemin creux de la bordure de la place, et ils avaient un camion avec une mitrailleuse dedans, et ils ont mitraillé sur 26 civils à Ruines. Pour la petite histoire, il semblerait que le chef de corps allemand s'était un peu mélangé les pinceaux, il pensait que c'était Clavière. Et c'est pour ça qu'ils ont été aussi féroces, on peut dire, par rapport aux civils européens. Il semblerait que ce soit une des explications qui est une petite erreur de l'autre côté allemand. N'empêche qu'ils sont quand même pas venus à Clavière aussi, après avoir fait cette tuerie à Ruines, ils ont remarqué que les camions, ils sont montés sur Clavière, ont incendié les 2 villages en montagne, les adversaires. Quand Clavière a vu le village de l'adversaire en train de brûler, ils se sont dit, il est parti, qu'est-ce que c'est sérieux. Il faut partir, ça serait sérieux. Et alors tout le monde est parti, avec une ultime bénédiction d'ailleurs du curé Chavadon. Il leur a dit, écoutez, il faut aller prendre la balle vers Courmelose. Alors tout le monde est descendu vers les vallons en dessous, soit selon les localisations en 2 ou 3 endroits différents. Et les Allemands arrivaient par ça là. Et les maquis étaient postés donc, sur la route à l'entrée. Avec une pancarte à l'entrée, là-bas, ici commence la France libre. Et un peu de barricade. Et alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ils avaient mis en embuscade donc la famille mitrailleur avec plusieurs maquis qui ont commencé à tirer dessus. Et c'est là où ça a vraiment excité, rendu les Allemands assez furieux. Ils ont tout fait brûler systématiquement. Et donc, ça s'est passé donc, dans l'après-midi ici, mais les résistants maquisards ont quand même, harcelés jusqu'à plus haut, et ils ont eu 2 pépins, une mitrailleuse, ce qui était fait. Et ils ont fait demi-tour, les Allemands, le premier soir, vers 6h du soir, sont revenus vers Saint-Flour. Ils sont redescendus. Donc, nous, à la maison, on était partis, je vous expliquerai où, dans un ravin. On était parti, on est remonté le soir, on s'est dit, bon, les Allemands sont repartis à Saint-Flour. On est remonté à la maison, on a passé la nuit tous habillés dans la maison, parce qu'on savait qu'ils allaient revenir. Ils avaient dit qu'ils reviendraient, et effectivement, ils sont revenus le lendemain. Alors le lendemain, l'état-major des résistants avait donné l'ordre à la compagnie de Roquebrune de remonter sur Clavière. Ils étaient, eux, en dépôt là-bas vers Chalier. Ils sont montés au petit jour sur Clavière et ils étaient là donc à 8h du matin, avant que les Allemands arrivent. Tout à coup, vers 9h, les Allemands ont commencé à voir arriver la colonne allemande. Alors là, ils sont postés, donc ils ont tenu une partie de la matinée à tirer donc, les uns sur les autres, quoi, ici sur le bourg. Une partie des maquis qui s'est fait avoir donc, au bout
eu des stèles dans le prix, plusieurs stèles autour de la guerre. Des groupes de Mali qui sont fait avoir, bon, parce qu'ils n'avaient pas peut-être non plus la technique de défense, peut-être sont repliés, ceux qui restaient sont repliés derrière, comme je vous ai dit, là où ils sont finis de se faire massacrer sur la colline de Peshawar. Et c'est le soir et deuxième jour donc les Allemands sont arrivés jusqu'à Mamouché, et où effectivement ils ont trouvé les choses. Alors en attendant ici dans Clavière, bon, pendant qu'il faisait brûler les maisons, les lieux où il pouvait y avoir des gens, il y a eu quand même des incidents, il y a eu des personnes malades qui sont trouvées, la famille Joigny, qui a été particulièrement touchée, d'ailleurs la famille a été très touchée par la guerre parce que les parents étaient malades et au lit, et donc ils sont restés brûlés dans leur maison. Et ils avaient leurs deux fils qui étaient dans la résistance à ce moment-là. Et une fille qu'il a eue aussi, qui a été blessée, qui a une balle perdue, qui avait traversé le foie, elle était vraiment à point. Les gens de Clavière aussi la soigner, un peu avec eux. Le curé a même demandé à la colonne allemande le deuxième jour s'il n'y avait pas une toubie pour soigner quelqu'un qui était vraiment mal. Il y avait un médecin-major dans la colonne qui est venu voir, qui a fait une piqûre de morphine, quelque chose, pour n'a pas pu faire mieux, quoi. Et la fille est morte d'une forme de gangrène. Aussi, les Allemands aussi quand même ont eu des morts dans le bourg. Un d'eux avait été placé au fond de l'église sur un banc en attendant qu'il le récupéré. Une dame de Clavière qui se trouve aller à l'église pour aller faire je ne sais pas quoi. Elle dit quand même, c'est à quel homme, il tire pourtant la couverture. Il est allé chercher une couverture pour le couvrir, pour quelque chose un peu décent, quoi. Et un officier allemand l'a vu et l'a remercié pour ce geste. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en échange? Et alors, sa réaction a été de dire au moins ne faites pas brûler cette église. Donc l'église a été sauvée. Effectivement, ils n'ont pas fait brûler l'église. Mais c'est un peu grâce à ce geste, finalement, d'altruisme, cette dame, pour une exécution récente tellement que l'église n'a pas été brûlée. Sinon, aussi, il y a eu des actes de bravoure locaux. Il y a le père Pichot qui s'était mis avec son fusil dans la maison du virage et qui tirait directement sur les Allemands. Lui, il dit moi je m'en vais pas, moi je reste. Il les a allumés, effectivement, mais il s'est fait voir aussi, quoi. Après, c'est vrai, il y a quelques civils qui ont été tués. C'était en général pas volontaire, c'était des coups perdus, des échanges de coups de fusil entre les gens. Et les gens se sauvant dans se cacher, ils ont pris les balles en passant. Ça ne s'est pas arrêté là, le mouvement des Allemands. Ils ont continué le lendemain de remonter. Et les jours suivants, ils sont venus repasser parce qu'ils avaient bien vu qu'ils avaient laissé derrière dans des résistants qui étaient partis ailleurs. Et puis, ils ne sont pas gênés aussi, ils ont fait quand même un peu de pillage. Ils sont allés regretter un peu là où ça avait brûlé, là où il restait des choses. Ils ont récupéré quand même des choses aussi dans les maisons ici ou là. Il y a eu quand même une période un peu de pillage allemand qui était réel. Et alors, la population civile, pour l'instant, tant que les Allemands ont fait les allées et venues comme ça, donc, par le bourg, les gens sont restés planqués dans les vallées, dans les vallons, dans leur retraite, quoi. Et nous, on est restés comme ça toute la semaine, dehors, à la Belle Étoile, dans le ravin, sur le village. On était 3 fermes dans le village où je suis. Et donc, on était tous regroupés ensemble à un coin qui s'appelle le Rhône. Et on s'était mis, et c'est un coin très encaissé, très encaissé. Vous le trouvez sur la carte, sur Marc, vraiment. C'est un coin encaissé, difficile d'accès. Et effectivement, les Allemands sont passés avec des avions le lendemain. Et même ils ont fait des navettes en avion à basse altitude, dans des coins encaissés comme ça, pour voir s'il n'y avait pas des caches de bâtiments. Et effectivement,
Nous, on s'est fait quitter aussi parce qu'ils auraient pu voir. Mais là où on était, ils ne pouvaient pas nous voir d'avion parce que c'était vraiment mis à l'abri d'une façon très, très discrète. Et pendant ce temps-là, ma foi, les quelques hommes valides qui restaient, ils allaient traire les vaches qui étaient en lépré, tranquilles. Elles étaient en liberté, les vaches du coup. Et alors, ils allaient traire les vaches, donc, ma foi, on voulait les vaches qui étaient dehors. Et puis après, bon, il y avait une maison qui n'était pas brûlée, donc il restait un peu de nourriture. Ah, il y a eu aussi une maison brûlée aussi. Il y a plusieurs personnes qui ont réussi à éviter que certains feux mis dans cette maison évoluent. Mon grand-père, comme ça, il a sauvé dans le village 2 maisons qui commençaient à prendre feu. Comme les Allemands l'avaient fait un peu à la sauvette, il a mis à feu, il a réussi à les éteindre. Mais enfin, la deuxième fois, donc, il a été mis au piquet et attaché à un coteau pour pas qu'il aille. La maison du village qui n'a pas brûlé et que le propriétaire nous a prêté pour loger la famille, où elle a habité pendant 8 ans, 1944 à 1952. On a habité cette maison-là. Et elle était un peu étroite, puisqu'on était 8 à l'époque. Il y avait une table ronde, pas les grandes. Et voilà un peu comment ça s'est passé. Je suis né en 42. Je suis né en 42, donc mon frère, ma sœur aînée avait 7 ans, et 8 ans, et mon frère aîné 7 ans. Alors, il y avait 2 ans, je me rappelle après, étant gamin, quoi, je me rappelle d'une maison, d'une image de la maison brûlée. Et ça, je l'ai toujours en tête, c'est là. Après, il y a eu la reconstruction. La reconstruction, ça a été une opération aussi assez longue. Le principe était de reconstruire à l'identique de ce qu'il y avait avant, pour éviter de favoriser les uns les autres. C'était sur ce principe-là que l'aide publique était faite. Mais effectivement, en général, c'est sur ce principe-là que la construction a été faite. Et l'entreprise de maçonnerie, d'ailleurs, avait construit. Il y avait les architectes. Mais il fallait quand même qu'on fournisse le bois, le sable et la pierre. C'était pas rien. Alors, ce qui fait que les bois, il y a des bois de sapin qui ont été coupés pour faire des poutres, pour refaire les planchers des étables, comme c'était avant, des planchers des roches, des poutres. Et les fermes classiques tout en bois. Il fallait donc. Alors, il y a des chantiers de scie qui sont mis en place. Il y en avait sur le Mont-Trévière, il y en avait un autre sur d'autres endroits, des chantiers de cire qui étaient installés à demeure. Alors les gens s'entraidaient avec les chars et les bœufs pour amener les grosses billes de sapin ou d'épiciage sur le lieu du sillage. Et le scieur, oui, comme ça, je jouais. J'avais glissé sur les billes de bois. Tombé sur le menton et je m'étais coupé le bout de la langue avec les dents en tombant. Il a fallu un peu tout le monde, ça s'est mis un peu. Puis alors ça s'est bien passé, donc il y avait quand même un Toubi qui était à ruine à ce moment-là, qui est venu assez vite. Ceci pour vous dire un peu, c'était le chantier un peu partout, quoi, avec la construction. C'était les scies à ce moment-là, avec des scies circulaires. Les scies à ruban sont arrivés vers les années 50, pas avant. Avant, c'était aussi circulaire, c'était le chariot. Donc, il y avait des familles qui étaient pétinistes, d'autres qui n'étaient pas. Il y avait des familles qui étaient contre la résistance, d'autres qui étaient pour la résistance. Et tout ça, ça reste un moment. Ça reste un moment quand même. Et les élections municipales de 1947 ont été sanglantes sur le plan écrit ou mots anonymes. Posés sur les maisons ou autres, les gens, les familles qui avaient des comportements plus ou moins ambigus sont fait un peu étaler. Il y a les anciens résistants qui ont fait un peu des juges moraux avec des écrits assez sanglants. Combien il y avait d'habitants à Clavière? À l'époque, à peu près 500, sur la commune, 500 à peu près. À peu près 500. Et là, on est à 220. Nous aussi, on a eu des prisonniers de guerre allemands
qui avaient été affectés ici dans les fermes pour justement soit remplacer les prisonniers encore en Allemagne, soit aider à la reconstruction. Et ici, on a plusieurs commandos de prisonniers militaires allemands qui étaient basés à Clavière, chaque Martin allait dans telle ferme. Pendant ça a duré 2 années à peu près. Puis c'était précieux, il y avait les gars, alors c'est là où la cohabitation n'était pas toujours simple. Et il y avait des comportements un peu limites des fois. Il y avait aussi du côté des prisonniers allemands eux-mêmes des comportements très divers. Il y en a qui en ont gardé de très bons souvenirs, il y en a qui... Un, par exemple, qui a continué à revenir sur une famille de la Bromesterie pendant des années. Par la suite, des liens, d'amitié comme ça, et qui se sont entretenus. Moi, je me rappelle à la maison, il y avait un qui s'appelait Karl, un autre qui s'appelait Henrik. Nous étant gamins, on n'allait pas les chatouiller ni rien. Eux non plus ne cherchaient pas forcément d'affection avec les petits, donc ils ne s'intéressaient pas spécialement aux petits. Ouais, c'est pas désagréable non plus. Ils avaient des comportements corrects comme humains. Mais enfin, ça a été quand même un petit plus du côté main-d'œuvre, et puis ça a quand même mis un peu d'eau dans le vin certain par rapport aux attitudes humaines des gens en pareille situation. Ça fait pas de mal. Voilà. Merci. Des hangars préfabriqués qui ont été plantés dans les villages ou autres, qui ont servi pendant un bon moment, soit pour faire celle des fêtes, des fois, soit pour faire des grands. Les matériels aussi. Les Américains avaient envoyé aussi quelques plans Marshall. Ils avaient envoyé quand même du matériel agricole de base avec le plan Marshall. Mais c'est du matériel très classique, quoi, des faucheuses un peu, pas du matériel moderne. Enfin, ça a bien dépanné, quoi. Les Américains ont suivi. Bah, c'est vrai que tout avait cramé, le matériel agricole et tout. Plus rien pour moissonner. Il y a eu une solidarité entre les agriculteurs des communes voisines qui n'avaient pas été sinistrés, qui avaient gardé tous les moyens, qui sont venus aider. Là, il y a une solidarité locale quand même qui a joué. Parce qu'elle n'était pas bien. Et puis sans parler après, le logement, les gens qui avaient trouvé un pied-à-terre dans un village voisin, tous les jours il fallait aller faire au kilomètre pour aller soigner les vaches, parce que les vaches étaient logées à un autre endroit. Ça avait duré pendant des années, ça. Des familles qui faisaient des trajets pour le travail de la ferme et pour la maison. Ça a été une période pas facile. Monsieur Anthony, on peut vous remercier chaleureusement pour ce témoignage plein d'humanité qui présente l'histoire d'une façon tout à fait différente pour les jeunes. C'est plus l'histoire dans les livres ou c'est plus l'histoire, on va dire classique, mais c'est le vécu, aussi bien pour les événements historiques que vous avez évoqués avec une grande précision, ce qui les fait vivre d'une façon efficace. Et puis aussi, il y a eu les victimes, mais il y a eu aussi les survivants, et la vie des survivants a été extrêmement chamboulée, comme vous l'avez très très bien évoqué. Et je pense que là, c'est vraiment une bonne leçon pour nous tous, hein, parce qu'on a du mal à s'imaginer l'extrême difficulté de continuer à vivre quand on a perdu des proches, quand on a vu, comme vous le disiez si bien, la maison brûlée, et même à 2 ans, cette image, elle est restée gravée dans votre mémoire. On a du mal à s'imaginer. Il fallait un grand courage, une grande solidarité pour surmonter toutes ces épreuves. Donc merci beaucoup, monsieur Anthony, d'avoir fait vivre tout ça. Merci, avec plaisir. Merci. Bien après le coup des événements, mais le caractère de ce qui s'est passé là, c'était tellement particulier que les personnes vivant dans cette région du Cantal ont voulu marquer ce souvenir, puisque tous les noms des personnes qui sont sur cette plaque qui ont tous été fusillés par les Allemands, de façon plus ou moins orthodoxe, étaient tous du canton de la Roquebrou, près d'Aurillac. Et dans ce canton, il y avait
un barrage en construction, le barrage de l'Aigle. Vous savez que sur la Dordogne, il y a pas mal de barrages hydroélectriques. Il y avait Bord, l'Aigle, Marège, le Chastan, en fait, vous connaissez comme moi. Et donc le barrage de l'Aigle était en construction et il y avait pas mal d'ouvriers et de personnes du barrage de l'Aigle qui étaient entrés dans la résistance et qui ont fait école un peu dans le secteur de la Roquebrune auprès des jeunes agriculteurs et des gens de la Roquebrune. Alors c'est une partie de ces jeunes qui sont montés sur le Mont Mouchet à la veille donc des événements de Clavière, qui ont été mis en compagnie, une compagnie sur environ 40 soldats en gros, et ils ont été groupés dans une compagnie qui a rejoint Clavière le deuxième jour des événements et qui a tenu toute la matinée dans le bourg, mais qui a été quand même en partie décimée sur place. Une partie s'est retirée au-dessus de Clavière, sur la colline, au-dessus de la colline de Pêche-Fara, où ils ont essayé de se cacher le plus possible, puisque du côté armement, ils ne faisaient pas le poids par rapport aux moyens des Allemands. Ils avaient quelques mitraillettes, 2 ou 3 fusils mitrailleurs, et pas grand-chose après. Hein. Quelques fusils donc datant de la Première Guerre, mais c'était relativement modeste. Donc, quand ils ont eu vu qu'il fallait se retirer en vitesse, ils sont remontés vers cette colline. Et c'était dans l'idée de rejoindre, enfin nous allons après, de rejoindre les autres maquisards vers le Mont Mouchet, mais ils n'en avaient plus le temps, quoi. Les Allemands leur ont barré la route et ils les ont coincés. Et, dans la colline où ils étaient réfugiés, c'est Maki, la colline de Pêche-Fara, ça s'appelle. Il y avait maintenant c'est boisé, à l'époque c'était des noisetiers, c'était une colline très pierrailleuse. Ils ont essayé de se cacher comme ils pouvaient derrière les rochers ou la rivière, mais les Allemands ils ont tous trouvé, et ils ont achevé d'ailleurs assez sommairement. Alors, il nous disait, c'est l'Allemand que j'ai connu, il ne va pas laisser faire comme ça, je vais aller parlementer avec eux. Et alors, eh bien, il est parti de chez lui, donc il habitait au Centre-Bourg. Il a pris son écharpe, il a mis son écharpe, il a pris un chiffon blanc à la main. Il s'est arrêté chez Marguerite, le café là, qui était au coin. Marguerite lui a dit, il y a la charpe, Bufaro, oui, ça vaut pas la partie. À Milicarana. C'est en partout à ça. Et Marguerite lui a dit, vous n'y allez pas, ils vont me tuer. Je ne reviendrai pas. Mais lui, il dit non, il faut que j'y aille. Alors il est parti donc du café, et les éléments étaient là à l'entrée, et là il avait commencé à faire bruit et tout, il avait mis le feu déjà à plusieurs maisons, et on n'a jamais retrouvé trace, ni de son corps, ni de lui. Depuis ce moment-là, on n'a jamais revu. Le plus plausible que tout le monde s'est rendu à cette idée-là, c'est que les Allemands l'ont fusillé sur le coup, sans état d'âme, et ont mis son corps dans le hangar qui était en train de brûler, il n'y avait pas de fourrage, et ont mis son corps qui a brûlé dans le... Je pense qu'ils ne faisaient pas de prisonniers là, en opération comme ça.